Il y a des villages qui ont la mémoire longue. Des villages où les secrets dorment dans la terre comme des graines, patientes, immobiles, attendant la mauvaise saison pour éclore. Et il y a des enfants que personne ne choisit de croire. Pas parce qu'ils mentent, parce qu'on a décidé. Laurent Deveau avait 11 ans. Et depuis le jour de son arrivée à Saint-Césaire-les-Brandes, tout le monde dans ce village de Corrèze s'était mis d'accord sur une chose. Ce garçon-là portait quelque chose d'encombrant. Une histoire trop floue. Un passé trop vide. Un regard trop direct pour quelqu'un qui n'avait rien à offrir. Ce n'était pas de la cruauté, à proprement parler. C'était quelque chose de plus ordinaire et peut-être de plus terrible encore. De l'indifférence organisée. Laurent vivait depuis 8 mois chez Madame Hérisson, un nom qui lui allait bien, avec ses cheveux gris en pointe et ses sourcils toujours légèrement froncés, comme si le monde lui donnait constamment des raisons d'être déçu. Elle n'était pas méchante. Elle lui préparait à manger, lui donnait une chambre sous les combles, lui rappelait de faire ses devoirs avec la régularité d'une horloge. Mais elle ne lui posait jamais de questions, ne s'asseyait jamais avec lui, ne le regardait pas comme si son avenir avait de l'importance. Pour Madame Hérisson, Laurent était un dossier. Un dossier qui lui valait une allocation mensuelle et quelques complications administratives. Saint-Césaire-les-Brandes était perché au bord du plateau de la Mille Vaches, ce coin de France où les prairies se fondent dans les forêts de hêtres, où les brouillards d'automne arrivent en septembre pour ne repartir qu'en mars, et où les 300 âmes du village se connaissent depuis des générations. Un endroit beau, silencieux et impitoyable pour ceux qui n'en sont pas. Laurent n'en était pas. À l'école primaire, M. Delaforge, l'instituteur, l'ignorait avec une précision presque artistique. Il ne lui posait jamais de questions difficiles, pas pour le ménager, mais parce qu'interroger Laurent l'obligeait à le regarder. Et regarder Laurent, d'une façon que personne n'aurait pu expliquer clairement, le mettait mal à l'aise. Les autres enfants suivaient le mouvement, comme les enfants savent si bien le faire. Mais tout cela n'était encore que de la froideur ordinaire. Ce qui avait réellement rendu Laurent infréquentable aux yeux du village, c'était l'affaire du mois de septembre. Un soir de fête patronale, la caisse de l'association des battages avait disparu. 240 € en liquide, collectés toute la journée sous le soleil de fin d'été. Le maire, M. Aubin, un homme trapu aux épaules larges et aux mâchoires serrées qui semblait ne jamais tout à fait se relâcher, avait convoqué tout le monde dans la salle des fêtes. Et quelqu'un, sans preuve, sans témoin, avait murmuré le nom de Laurent. Laurent qui traînait partout. Laurent qui ne connaissait personne. Laurent dont personne ne répondait. Dont les parents n'étaient plus là depuis des années pour élever la voix à sa place. L'accusation n'avait jamais été officielle. Aucune plainte. Aucune enquête sérieuse. Mais le murmure avait fait le tour du village en 48 heures. Et dans un village de 300 personnes, un murmure vaut un verdict. Laurent avait juré qu'il n'avait rien pris. Personne ne l'avait cru. Madame Hérisson avait regardé ses chaussures pendant toute la soirée, comme si elle pouvait confirmer ou infirmer la chose. Depuis, Laurent ne parlait plus beaucoup. Il faisait ses devoirs, mangeait ce qu'on lui servait, dormait dans sa chambre sous les combles. Et tous les après-midi, après l'école, il partait seul vers les hauteurs du bourg, vers les friches qui bordaient l'ancienne ferme des Combes, abandonnée depuis des décennies. C'était son seul territoire. La ferme des Combes était un de ces endroits que les habitants préfèrent oublier. Elle avait appartenu à une famille qui avait quitté le village dans les années 60, laissant derrière elle des bâtiments à moitié effondrés, des pruniers sauvages revenus à l'état sauvage et 150 mètres de prairies noyées sous les fougères et les ronces. Personne ne revendiquait cet endroit. Personne n'en parlait. Personne n'y venait. Personne, sauf Laurent. Il y avait quelque chose dans ces ruines qui le calmait. Peut-être parce que les vieilles pierres ne jugeaient pas. Peut-être parce que dans la désolation, lui aussi se sentait à sa place, pas exclu. Simplement dans un monde où l'exclusion n'existait plus. Il s'était fabriqué un coin sous un vieux frêne aux racines qui dessinaient comme des bras ouverts vers la terre. Une planche posée sur 2 pierres en guise de siège, quelques rochers plats comme table. Il passait des heures à regarder les crêtes bleutées à l'horizon, à écouter le vent dans les hêtres, à ne rien penser de précis. C'est là, un jeudi de novembre, que tout avait commencé. Il marchait entre les ruines du vieux fenil, un mur encore debout, quelques poutres mangées par les champignons quand son pied gauche avait enfoncé la terre d'une façon bizarre. Pas de la boue, pas de l'herbe molle sous une couche d'eau. Une résonance, un son creux, comme si dessous il y avait du vide. Laurent s'était arrêté net. Il avait appuyé sa semelle à nouveau, plus fort. Oui, clairement creux. Il s'était accroupi, avait écarté les fougères mortes à main nue, en arrachant les tiges jusqu'à atteindre la terre.
Sous quelques centimètres de sol meuble, ses doigts avaient heurté quelque chose de dur, de lisse, de régulier, du bois. Et quand il avait gratté sur les bords, la ferraille rouillée d'une charnière. Il était resté agenouillé dans le froid à fixer cet endroit pendant peut-être 2 minutes entières. Le vent soufflait sur les herbes mortes. Au loin, les cloches du bourg sonnaient 5 heures. Laurent était rentré chez Madame Hérisson pour dîner. Et toute la nuit, il n'avait pas fermé l'œil. Le lendemain, il était revenu avec une vieille bêche trouvée dans le hangar. Il avait travaillé pendant 1 heure, dégageant la terre avec une méthode tranquille, s'arrêtant parfois pour écouter les chemins, les voitures lointaines sur la route du plateau. Ce qu'il découvrit fut une trappe. Une trappe en chêne massif, cerclée de ferraille forgée, avec un anneau de fonte. Large d'environ 80 cm. Vieille, de plusieurs décennies au moins, à en juger par la rouille. Il tira sur l'anneau. La trappe résista d'abord, puis céda dans un grondement sourd de terre et de métal, libérant une odeur qui montait du fond, froide, minérale, avec quelque chose en dessous. Une odeur de pierre vieille. De temps arrêtés. Sous la trappe, des marches taillées dans le roc. Une descente qui disparaissait dans l'obscurité. Laurent resta debout devant ce trou pendant un long moment, sa bêche dans les mains, le souffle blanc dans l'air de novembre. Sa tête lui disait de rentrer. Son corps ne bougeait pas. Il revint le lendemain avec une lampe de poche. Il descendit. Les marches étaient au nombre de 11, il les compta. Au bas des marches, le sol s'élargissait en une salle basse, 3 mètres sur 4 environ, avec des murs en pierre sèche jointes au mortier. La voûte était solide, sans fissure. L'air était froid mais respirable. Au centre, une table en bois massif et 2 tabourets. Contre les murs, des étagères en planche. Et sur ces étagères, des objets. Des bocaux en verre hermétique, certains encore intacts après des décennies. Une lampe à huile en métal. Des outils dans leurs étuis de cuir brun. Une boîte rectangulaire peinte en verre sombre, fermée par un loquet. Et soigneusement alignée sur l'étagère du bas, 3 boîtes en fer blanc portant des étiquettes collées à la main. Laurent s'approcha des étiquettes. L'écriture était à l'encre bleue, fine et penchée, avec les majuscules rondes d'une autre époque. La première étiquette disait « Document, Deveau M ». Laurent avait regardé ce nom pendant 10 secondes. Deveau. Son nom. Il avait ouvert la boîte avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. À l'intérieur, enveloppés dans une toile huilée pour les préserver de l'humidité, des documents, des feuilles pliées, des enveloppes cachetées, et tout au fond, un carnet relié en cuir brun, épais, usé sur les coins. Sur la page de garde, une écriture plus grande, décidée. Marcel Deveau, mémoire et fait 1944. Marcel Deveau. Laurent savait très peu de choses de son passé. Les dossiers de l'aide sociale mentionnaient seulement que ses parents avaient disparu quand il avait 2 ans, un accident de voiture sur une route de montagne, une nuit d'hiver. Pas de famille connue. Pas de grands-parents retrouvés. Laurent portait le nom Deveau comme il portait ses habits, parce que c'était ce qu'il avait, et qu'il n'avait pas eu le choix. Mais voilà qu'un homme du même nom avait rempli un carnet dans cette pièce souterraine, des décennies avant que Laurent soit né. Il s'assit sur un tabouret, sa lampe posée sur la table, et commença à lire. Marcel Deveau avait 32 ans en 1944. Il était agriculteur à Saint-Césaire-les-Brandes. Il décrivait sa ferme, la ferme des Combes, exactement l'endroit où Laurent se trouvait en ce moment avec la précision et l'affection de quelqu'un qui aime ce qu'il décrit. Les champs de seigle, la source au bas du pré, les pruniers que son père avait plantés en 1902. Mais le carnet parlait d'autre chose aussi. De la guerre, de l'occupation allemande, d'un réseau de passeurs qui faisait transiter des familles à travers le plateau vers le sud, et de cet espace souterrain que Marcel avait creusé lui-même, de ses mains, sur 3 hivers, pour cacher des gens, des familles entières, le temps qu'un guide vienne les conduire plus loin. Laurent lisait lentement, dans le silence parfait de la salle de pierre. Et à la page 17, il trouva la première pièce du puzzle. Marcel Deveau écrivait « J'ai confié les titres de propriété à cette boîte car je ne fais plus confiance à personne au village depuis ce que j'ai vu. Gustave Aubin, c'est ce que j'ai fait. Il l'a dit à Fernand. Je ne sais pas ce qu'il prépare. Je pars dans 15 jours pour Lyon. En attendant, tout est ici. Les titres, les registres, et ce que j'ai trouvé dans le grenier de la mairie. » Laurent relit ce paragraphe 2 fois. Aubin. Il sortit les autres documents de la boîte. Des papiers officiels. Des actes notariés. Le titre de propriété de la ferme des Combes, au nom de Marcel Deveau, daté de 1938. Et d'autres papiers plus complexes, plus anciens,
des registres fonciers, des noms de parcelles, des noms de familles qu'il ne reconnaissait pas. Sauf un. Aubin. Le nom revenait sur plusieurs feuillets, avec des corrections, des surcharges à l'encre rouge. Comme si quelqu'un avait modifié les documents originaux après coup, soigneusement, méthodiquement. Laurent ne comprenait pas tout. Il avait 11 ans et les documents légaux étaient écrits dans une langue qu'on n'enseigne pas à l'école primaire. Mais il comprenait l'essentiel. Quelque chose d'important avait été caché ici. Et le nom Aubin y était lié d'une façon qui ne semblait pas innocente. Aubin, comme le maire. Monsieur Bernard Aubin, qui avait présidé l'assemblée le soir où son nom à lui, Laurent, avait été murmuré. Il remit soigneusement les documents dans la boîte, referma la trappe, recouvrit la zone de fougère et rentra chez Madame Hérisson à pas lents. Le lendemain, il fit une erreur. Il en parla à Théo. Théo n'était pas son ami, pas vraiment. Il ne l'aimait pas particulièrement, mais il lui parlait parfois avec la neutralité de quelqu'un qui n'a pas encore choisi son camp. C'était le seul garçon de la classe qui ne l'évitait pas activement. Laurent lui dit qu'il avait trouvé une cave souterraine cachée sous les ruines de la ferme des Combes, qu'il y avait des documents, que le nom Aubin y apparaissait. Théo le regarda avec ce regard particulier, mi-fascination, mi-scepticisme. « T'es sûr ?»« Oui, jure. T'as des photos ?» Laurent n'avait pas de téléphone. Théo haussa les épaules et rejoignit ses camarades. Mais le soir même, Théo en parla à sa mère. Et la mère de Théo était la secrétaire de mairie. Le lendemain matin, M. Aubin convoqua Madame Hérisson à la mairie. Laurent n'entendit pas leur conversation. Mais quand Madame Hérisson rentra, elle le regarda d'une façon différente. Pas la neutralité habituelle. Quelque chose de plus tendu. Comme quelqu'un qui vient d'apprendre quelque chose qui l'inquiète et qui préférerait ne pas avoir su. « Tu n'iras plus à la ferme des Combes, dit-elle. C'est une propriété privée. Tu pourrais te blesser. Mais j'ai trouvé. » Laurent. Sa voix était coupante comme une larme. « Tu n'iras plus. » Laurent comprit. Quelqu'un avait prévenu M. Aubin. Et M. Aubin avait fait le nécessaire. Ce soir-là, depuis sa fenêtre sous les combles, il regarda les lumières du village, les lampadaires, les façades éclairées, le clocher de l'église découpé contre le ciel noir, et il ressentit, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose qui ressemblait à de la colère. Pas une colère chaude, froide, précise, lente. On ne le croirait pas. On ne l'avait jamais cru. Et quelqu'un voulait que cette cave reste secrète. Ces deux choses lui disaient la même chose, il fallait agir vite. Le surlendemain, après l'école, il prit le chemin du bas, celui qui évitait la place du bourg et longeait le ruisseau, et contourna la ferme des Combes par le côté opposé, là où les buissons étaient les plus épais et où on ne pouvait pas le voir depuis la route. La trappe était toujours là, mais quelqu'un l'avait ouverte. La position n'était plus celle qu'il avait laissée. Les fougères autour avaient été écrasées. Sur la terre fraîche, des empreintes de bottes adultes allaient et venaient. Laurent sentit son estomac se contracter. Il descendit quand même. Les boîtes en fer blanc étaient encore là. Mais la boîte intitulée « Documents » de Vohem avait été déplacée. Posée à l'envers sur la table, couvercle ouvert, les documents épars, comme si quelqu'un avait fouillé en vitesse et était reparti sans rien emporter. Pourquoi sans rien emporter? Laurent réfléchit, debout dans le froid de la cave. Si Aubin avait voulu effacer les traces, il aurait tout pris. Mais il n'avait rien pris. Ce qui signifiait, soit qu'il ne savait pas encore ce que ces documents prouvaient exactement, soit qu'il voulait d'abord évaluer ce que Laurent savait. Dans les deux cas, il ne restait plus beaucoup de temps. Laurent regarda autour de lui avec plus d'attention cette fois. La lampe à huile. La boîte verte au loquet de bronze qu'il n'avait pas encore ouverte. Et sur la table, parmi les documents épars, quelque chose qu'il n'avait pas remarqué lors de sa première visite. Une enveloppe, séparée des autres. Sans destinataire. Juste deux mots écrits sur le devant. Pour toi. Il la prit avec précaution. À l'intérieur, une lettre pliée en trois. L'écriture était différente du carnet de Marcel, plus récente, plus moderne. La feuille ne jaunissait pas encore. La lettre disait « Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ce que Marcel a caché. Je suis sa fille. Mon nom est Hélène. Je t'écris depuis Lyon en 2003. Je suis vieille maintenant et malade, et je ne reviendrai plus jamais à Saint-Césaire. Mais je voulais que quelqu'un sache. Mon père a caché ici les vrais titres de propriété de la moitié des terres du plateau. En 1945, quand la guerre s'est terminée, certains hommes du village ont profité du chaos pour falsifier les registres cadastraux. Ils ont pris les terres de famille qui avaient fui ou qui n'étaient jamais revenues. Mon père avait les preuves.
Mais avant qu'il puisse les remettre aux autorités, il a disparu. On a dit que c'était un accident. Je ne l'ai jamais cru. Les familles Aubin possèdent aujourd'hui des terres qui ne leur appartiennent pas. Les documents dans cette boîte le prouvent. Je n'ai jamais eu d'enfant. Mon seul neveu s'appelait Thomas Deveau. Il vivait à Clermont-Ferrand. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Fais ce que tu voudras de tout cela. Mais sache que mon père méritait d'être cru. La lettre était signée Hélène Deveau, 14 mars 2003. Laurent relut la lettre 2 fois. Thomas Deveau. C'était le nom que les dossiers de l'aide sociale mentionnaient pour ses parents. Thomas et Élise Deveau. Morts dans un accident de voiture sur une route de Corrèze, une nuit d'hiver, quand Laurent avait 2 ans. Une route de Corrèze. Il n'avait aucun souvenir d'eux, il était trop jeune. Il ne savait pas à quoi ressemblait leur voix. Il n'avait jamais vu leur visage, sauf sur une seule petite photo floue que lui avait montrée une assistante sociale, des années plus tôt, et qu'il n'avait jamais pu garder. Mais maintenant, dans cette cave froide, dans ce village qui ne l'avait jamais voulu, leur nom était là, écrit dans une lettre rédigée 3 ans après leur mort. Et ce nom était lié à des documents, à des terres, à quelqu'un qui voulait que tout cela reste enfoui. Laurent posa la lettre, lentement. Il ouvrit la boîte verte au loquet de bronze. Pas des armes. Un téléphone portable, vieux, basique, mais dont la batterie affichait une barre pleine, comme si quelqu'un avait pris soin de la changer récemment. Et collé au dos, un bout de papier scotché avec 2 mots. « Appelle-moi ». Laurent appuya sur la touche d'appel. La sonnerie retentit 3 fois. Puis une voix d'homme, âgé, un peu rauque. « Allô ?» Il ne sut pas quoi dire pendant plusieurs secondes. « Allô ?» répéta la voix, plus doucement. « C'est toi, Laurent ?» Il se figea. La voix connaissait son prénom. « Comment vous savez mon ?»« Parce que je t'attends depuis plusieurs mois. » Un silence. « Mon nom est Joseph Delma. J'étais l'avocat de ton père. Et j'ai quelque chose d'important à te dire. » Laurent s'assit sur le tabouret dans l'obscurité froide. Sa lampe projetait des ombres longues sur les murs de pierre. Et il écouta. Joseph Delma avait 78 ans. Il avait rencontré Thomas Deveau 20 ans plus tôt, quand Thomas était venu le consulter avec les documents hérités de sa tante Hélène, peu avant sa mort. Thomas avait compris ce que les papiers signifiaient. Les terres volées, les falsifications. Et derrière tout cela, la famille Aubin, dont le représentant au village était désormais Bernard, le maire actuel. Thomas Deveau avait commencé à préparer une procédure légale. 3 mois plus tard, Thomas et Élise étaient morts sur une route de Corrèze, par une nuit de verglas. Accident officiel. Jamais contesté formellement. Joseph Delma avait eu peur, lui aussi. Pendant des années. Puis la culpabilité avait pris le dessus. Il avait retrouvé la trace de Laurent via l'aide sociale. Avait su où il vivait. Et au printemps dernier, s'était discrètement rendu à Saint-Césaire pour placer le téléphone dans la cave, en espérant que Laurent trouverait la trappe par lui-même. « Pourquoi vous ne m'avez pas simplement parlé en face ?» demanda Laurent. « Parce qu'Aubin a des amis partout dans ce département. Si on m'avait vu en train de te parler, les documents auraient disparu avant que quiconque puisse les examiner. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu m'apportes les originaux. Pas à la gendarmerie de Saint-Césaire, directement au tribunal de grande instance de Tulle. J'y ai un contact. Une juge. Quelqu'un qui ne doit rien à Aubin. » Laurent regarda autour de lui dans la cave silencieuse. Il pensait à son père, à sa mère, à une route de montagne verglacée dans la nuit. Il pensait à M. Aubin qui avait présidé l'assemblée le soir où son nom avait été murmuré. Il pensait à 8 mois de regards fuyants, de conversations interrompues, de chaises reculées. Il pensait au fait que personne ne l'avait jamais cru. Jamais. Pas une seule fois depuis qu'il était arrivé dans ce village. « D'accord, » dit Laurent. Il lui fallut 4 jours. 4 jours à faire comme si tout était normal. Aller à l'école, avaler les repas de Madame Hérisson, sourire quand c'était nécessaire. Et le soir, dans sa chambre sous les combles, préparer. Il recopia les informations essentielles dans un cahier d'école, en transcrivant les dates, les noms, les numéros de parcelles. Il acheta un appareil photo jetable à la boulangerie, 27 poses qui lui coûtèrent presque tout son argent de poche du mois. Il descendit à la cave 2 fois de nuit, photographiant les documents les plus importants. Il remit ensuite tout en ordre dans les boîtes. La boîte verte aussi, refermée. Le samedi matin, sous prétexte d'aller à la bibliothèque du beau voisin, il prit le car de ramassage et descendit toute la vallée jusqu'à Tulle. Il avait l'adresse du palais de justice sur un bout de papier plié dans sa poche.
Le réceptionniste le regarda comme on regarde un enfant de 11 ans qui débarque seul au palais de justice un samedi matin, avec un mélange d'amusement et d'agacement. « Tu as rendez-vous ?»« Non, mais monsieur Delma m'envoie. » Un silence. Le réceptionniste décrocha le téléphone, dit quelque chose à voix basse. 5 minutes plus tard, une femme d'une cinquantaine d'années descendit dans le hall, cheveux courts, regard vif, une façon de marcher qui donnait l'impression que chaque pas avait une direction précise. Le juge Mercier. « Tu es Laurent ?»« Oui. » Elle le regarda pendant 3 secondes, pas comme on regarde un enfant, mais comme on regarde quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire. « Viens avec moi. » Ce qui suivit prit plusieurs mois. Des expertises graphologiques sur les documents originaux. Des analyses croisées avec les archives cadastrales du département. Des comparaisons d'encre et de papier. Une enquête discrète, menée avec la patience froide d'une procédure judiciaire qui avance à son rythme, sans se laisser presser. Et progressivement, comme l'eau qui finit par traverser la roche, la vérité émergea. Les falsifications étaient réelles. Perpétrées dans les années 1945 à 1948 par Armand Aubin, le grand-père de Bernard, en complicité avec 2 autres familles du village. Des terres volées à cette famille, dont 4 avaient été déportées et n'étaient jamais revenues. Des registres retouchés, des noms effacés, des parcelles redistribuées dans la confusion de l'après-guerre, quand les notaires étaient débordés et les autorités épuisées. Et la ferme des Combes, avec ses 60 hectares de prés et de forêts, revenait de droit au dernier descendant direct de Marcel Deveau. Laurent Deveau. Bernard Aubin fut mis en examen en mars. Pas pour meurtre, les preuves concernant l'accident des parents de Laurent restaient insuffisantes pour une inculpation, même si l'enquête demeurait ouverte. Mais pour complicité de fraude successorale, abus de confiance et obstruction à la justice. Sa famille dut restituer les parcelles illégalement détenues. Il y avait aussi les 240 € de la caisse de fête. L'enquête avait révélé qu'ils avaient été subtilisés par un employé municipal lié à Aubin, dans le but de discréditer Laurent au cas où il s'approcherait un jour de trop près des ruines de la ferme. La machination était médiocre, mais elle avait failli marcher. Le jour où la décision fut rendue publique, Saint-Césaire-les-Brandes ressembla à ces endroits qui viennent d'apprendre qu'ils ont vécu un mensonge pendant longtemps. Les façades restaient les mêmes, les rues aussi. Mais quelque chose dans l'air avait changé, une densité différente, comme dans les heures qui suivent un orage. Monsieur Delaforge, le professeur, ne sut pas comment regarder Laurent pendant plusieurs semaines. Madame Hérisson, pour la première fois depuis 8 mois, lui prépara un repas avec quelque chose qui ressemblait à de l'attention, un gâteau aux noix posé en silence sur la table, sans explication, sans commentaire. Laurent le mangea sans rien dire. Mais Joseph Delma, lui, vint le voir en personne dans le mois qui suivit. C'était un petit homme voûté avec des yeux pâles et des mains qui tremblaient légèrement d'âge, pas de peur. Il apporta les derniers papiers, les actes établissant définitivement la propriété de la ferme des Combes au nom de Laurent. Et quelque chose d'autre. Une lettre qu'Hélène Deveau avait confiée à Joseph avant de mourir, à remettre le jour où la vérité serait rétablie. La lettre disait « Mon cher Laurent, je ne te connais pas, mais tu es le fils de mon neveu Thomas, et à ce titre tu portes quelque chose que nous n'avons jamais pu te donner, une histoire. Pas une belle histoire, une histoire vraie, faite d'hommes courageux et d'hommes lâches, de guerre et d'injustice et de terres qui valent bien plus que de l'argent. Cette ferme a vu naître ton arrière-grand-père, son père avant lui, et des générations avant encore. Elle appartient à la mémoire de ta famille autant qu'à la terre de cette vallée. Fais-en ce que tu veux. Vends-la si tu dois. Garde-la si tu peux. Mais sache que tu n'es pas sans racines, même si personne ne te l'a jamais dit. Signé, Hélène Deveau. Laurent lut la lettre dans sa chambre sous les combles, un soir de mars, quand la neige fondait encore sur le plateau et que le ciel commençait à retrouver des nuances de bleu. Il ne pleura pas tout de suite. Il posa la lettre sur la planche qui lui servait de bureau. Regarda par la fenêtre les toits du village, les hêtres au loin qui portaient leurs premières feuilles claires. Écouta le silence. Ce n'est que plus tard, dans l'obscurité, qu'il sentit quelque chose se défaire dans sa poitrine. Quelque chose de serré qu'il était peut-être depuis aussi longtemps qu'il se souvenait. Pas du chagrin, exactement. Quelque chose entre le chagrin et le soulagement. Comme quand une porte longtemps fermée s'ouvre enfin et que l'air du dehors entre d'un coup. Quelques semaines plus tard, une procédure de tutelle fut engagée. Joseph Delma, sans enfant, avait pris les dispositions nécessaires pour que Laurent soit placé sous la garde d'un couple de Tulle. Des gens qui voulaient un enfant depuis longtemps,
qui avaient attendu et qui rencontrèrent Laurent un mardi après-midi dans un bureau du palais de justice. Ils s'appelaient François et Nathalie. Ils lui serrèrent la main tous les deux, sans faire semblant que c'était simple, sans lui promettre quoi que ce soit d'impossible. François lui dit, « On sait que t'as pas demandé à nous rencontrer. On va aller doucement. » Laurent hocha la tête. Ce fut suffisant. La ferme des Combes fut conservée. Pas vendue. Confiée à un agriculteur local en bail rural, avec l'accord du tribunal, jusqu'à la majorité de Laurent. Les revenus abondèrent à un compte mis en réserve. Et dans les mois qui suivirent, Laurent prit l'habitude de retourner là-bas parfois, non plus pour fuir quelque chose, mais pour regarder. Les murs de pierre, les pruniers revenus sauvages, le vieux frêne aux racines tendues vers le ciel. Il descendit encore une fois dans la cave. Il nettoya la poussière, rangea les documents dans les boîtes, protégea les livres de Marcel sous une toile propre. Sur le mur du fond, il accrocha une feuille de papier, une photo qu'il avait prise lui-même avec l'appareil jetable, la trappe ouverte dans la lumière grise d'un après-midi de novembre, les fougères écartées, le vide en dessous. En dessous de la photo, il écrivit au marqueur, « Ici, la vérité a attendu. Il y a des villages qui ont la mémoire longue. Mais parfois, pas toujours, rarement en fait, cette mémoire se trompe de gardien. Elle finit dans la terre, dans une boîte en fer blanc, dans la patience muette d'une salle de pierre. En attendant quelqu'un qui ait assez de silence pour entendre le sol sonner creux sous son pied. » Personne ne croyait en Laurent. Pas Madame Hérisson. Pas Monsieur Delaforge. Pas les enfants qui reculaient leurs chaises. Pas le maire qui avait laissé murmurer son nom sans protester. Personne. Et pourtant, c'est lui qui avait posé sa semelle au bon endroit, un jeudi de novembre, sous un ciel de Corrèze qui commençait à se fermer pour l'hiver. C'est lui qui était revenu avec une bêche. C'est lui qui avait descendu les 11 marches. C'est lui qui avait appelé. Parfois, l'histoire d'un endroit entier repose sur le fait qu'un enfant, que personne n'a voulu écouter, décide quand même de continuer à chercher. Laurent Deveau avait 11 ans quand il trouva la trappe. Il en avait 12 quand la vérité fut reconnue. Et il en avait 13, assis dans la cave propre et silencieuse, quand il comprit que ce qu'il avait trouvé sous la terre n'était pas seulement un secret. C'était un nom. Le sien.